Si tu connais les bases des annotations de type en Python, tu sais qu'il est possible de définir le type d'un élément individuel, comme une variable ou un paramètre de fonction. Mais comment faire quand tu veux qu'une annotation représente plusieurs types en même temps, comme par exemple avoir une fonction qui prend en paramètre soit un entier, soit une chaîne de caractères. Tu peux voir ici qu'on a un exemple où on représente un système d'animaux avec deux classes chien et chat qui tous les deux possèdent un nom, un âge et un poids. Le nom il a été défini comme une chaîne de caractères, l'âge comme un entier et le poids comme un flottant. Le chat, son fonctionnement c'est le même, juste le nom de la classe est différent. Et tu peux voir ici qu'on a une fonction affichée qui prend en paramètre un animal et qui affiche un ensemble d'informations sur cet animal. Le problème dans cette fonction, c'est le paramètre animal parce qu'il n'a aucune annotation de type. C'est-à-dire qu'ici, on voit que le nom, l'âge et le poids, ils sont en gris parce que quand on passe dessus, on voit qu'ils sont définis comme étant inconnus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la fonction ne sait pas que l'animal est soit un chien, soit un chat. Ici, on a fait deux tests où on affiche un chien et un chat. Et ici, j'ai vu, hop, voilà. Si jamais on lance le code, on va voir que ça va nous afficher les informations. Donc le gros problème dans ce code, comme je l'ai dit, c'est au niveau de ce paramètre. On veut trouver un moyen en fait au même endroit de définir que animal représente soit un chien, soit un chat. Quand tu veux faire ça, tu vas utiliser ce qu'on appelle un union de type. Un union de type, c'est une annotation spécifique qui va te permettre justement de représenter plusieurs types au même endroit. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que depuis la librairie typing, qui est la librairie où se trouvent toutes les annotations un peu plus complexes, on va importer l'annotation union comme ceci. Ensuite, on va se rendre au niveau de l'annotation animale et on va lui définir comme annotation union. Alors, union en tant que telle, il représente rien de spécial. Ce qu'il faut faire, c'est lui ajouter des paramètres. Pour ajouter des paramètres à une annotation, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter des crochets et ici, séparés par des virgules, on va définir tous les éléments qu'on veut. C'est-à-dire ici, chien, virgule, chat. Et désormais, juste avec cette annotation, le code va comprendre que l'animal est soit un chien, soit un chat, et donc maintenant il comprend que le nom est une chaîne de caractères, que l'âge est un entier et que le poids est un flottant. Mais du coup, maintenant, si jamais on a une autre classe, donc par exemple une classe document, qui n'a aucune implémentation, ça c'est pas grave, si on essaye d'afficher ce document, on aura une erreur qui nous dira que le document ne fait pas partie, voilà, ici document n'est pas assigné ne peut pas être assigné à chien et document ne peut pas être assigné à chat, puisque document n'est pas un objet de chien ou de chat. Il y a aussi une deuxième syntaxe que tu peux utiliser avec les unions de type qui t'évite d'importer quelque chose. C'est-à-dire que ici, au lieu de mettre union entre crochets chien et chat, ce que tu peux simplement faire, c'est enlever l'union, enlever les crochets et faire cette syntaxe qui utilise la barre verticale. Ici, en gros, la barre verticale représente le ou logique. Donc en gros, ça nous dit que ici, l'animal peut être un chien ou un chat. Et cette syntaxe représente exactement la même chose. Donc au niveau du choix, c'est toi qui es libre de choisir quelle annotation tu préfères, soit celle-ci qui est plus directe puisqu'on n'a pas besoin d'importer quelque chose, ou alors l'union qui lui est plus descriptive parce qu'on comprend directement que c'est un union. Et comme on peut le voir ici, on nous dit que sur Python 3.10 et plus haut, l'opérateur de la barre verticale peut aussi être utilisé pour dénoter des unions. Donc en gros, si jamais tu es dans une version qui est plus basse que Python 3.10, eh ben, tu ne peux pas utiliser cette syntaxe. Donc si jamais tu es dans une version par exemple 3.9, tu seras obligé d'utiliser l'union comme ceci. Mais si tu es à partir de 3.10, qui normalement est ton cas parce que 3.9 ça fait quand même un moment qu'elle est sortie, eh bien tu peux utiliser cette syntaxe. Personnellement, je préfère utiliser celle-ci puisque ça m'évite d'importer quelque chose et qu'au bout d'un moment, on s'habitue au fait d'utiliser cette syntaxe. Alors même si les unions de types sont très pratiques quand on veut représenter plusieurs types à un même endroit, je pense personnellement qu'ils créent plus de problèmes qu'autre chose. Ici, tu peux voir qu'on a une fonction add qui prend en paramètres a et b. Ces deux éléments, c'est un union de type entre un entier et une chaîne de caractères. Et on fait la somme de ces deux éléments. Donc on retourne aussi un union entre un entier et une chaîne de caractères. Ici, ce code, il a quand même un gros problème qui est qu'en fait, les unions de type, ils sont pas liés les uns aux autres. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a la possibilité de mettre en premier paramètre un entier et en second paramètre une chaîne de caractères. Comme on l'a fait ici, sans pour autant qu'on ait d'erreur de type. Le problème, c'est que ajouter un entier et une chaîne de caractères, ça renvoie une erreur au niveau de l'exécution. Et le second problème, c'est que vu qu'on retourne un union entre un entier et une chaîne de caractères, quand on va faire la somme de deux entiers, eh bien le type de retour va être un entier ou une chaîne de caractères. Et donc après,
Quand on va vouloir lui ajouter par exemple un entier, eh bien ici ça va nous dire que l'opérateur plus n'est pas supporté pour les chaînes de caractères et littéral 2 qui est un entier. Et en fait le problème avec ça c'est que dans un premier cas, les annotations types sont pas correctes parce que quand il y a des erreurs ici, il les détecte pas. Et le second problème, c'est qu'il n'est pas conscient que si on ajoute deux entiers, on doit renvoyer un entier, et que si on ajoute deux chaînes de caractères, on doit renvoyer une chaîne de caractères. Lui, dans tous les cas, il renvoie une union entre les deux. Et donc, on se retrouve avec des problèmes au niveau des opérations, puisque il peut y avoir un cas où on essaye d'ajouter une chaîne de caractères avec un entier. Parce que lui, encore une fois, n'est pas conscient que ajouter deux entiers renvoie un entier. Alors pour résoudre ce problème, au lieu d'utiliser les unions de type, on va utiliser un concept plus avancé des annotations de type qui s'appelle les variables de type. Pour utiliser une variable de type, ce que tu vas faire, c'est que tu vas importer depuis la librairie typing la classe typeVar. Ensuite, ce que tu vas faire, et ensuite je vais t'expliquer comment fonctionnent les variables de type, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une nouvelle variable que tu vas appeler t, qui va être égale à un objet de la classe typeVar, et tu vas être obligé de lui donner un nom, comme tu peux le voir ici, name, qui va devoir être le même que celui de la variable. Donc si je l'avais appelé t-a, et ben j'aurais dû ici aussi l'appeler t-a. Ce nom ici en paramètre, il n'est pas forcément très important, il est surtout pour le type checker, donc tu n'as pas forcément besoin de t'en soucier. Alors qu'est-ce que c'est une variable de type? En gros, une variable de type, c'est un type qui représente n'importe quel autre type. Mais le but des variables de type, c'est d'être écrasé par un type concret dans le futur. C'est vraiment pas clair quand on explique les variables de type comme ça, mais tu vas voir quand on va modifier le code que ça va être beaucoup plus clair. En gros, ici, plutôt que de faire une union entre un entier et une chaîne de caractères, on va supprimer ces annotations et on va les remplacer par notre variable t. Et en gros, ce qui se passe ici, c'est que quand on va appeler la fonction add avec un entier, le type checker va comprendre que t va devoir être remplacé par un entier. Et donc en fait, t c'est vraiment un placeholder, c'est-à-dire que il représente n'importe quel type, mais il a comme but d'être écrasé lors des appels. Et donc en gros, ici, lorsque j'appelle avec un 1, ici ça va être remplacé par un entier, mais vu que t représente toujours la même chose, eh bien toutes les autres instances de t dans la signature vont elles aussi être remplacées par un entier. C'est-à-dire que si j'appelle avec un entier, ici, dans le premier paramètre, et ben le reste devra être aussi un entier. Alors ici, on peut voir qu'on a quand même une erreur qui nous dit que l'opérateur plus n'est pas supporté pour les types t@add et t@add. Alors ce message qui est vraiment pas clair, en gros ce qu'il veut dire c'est que vu que t représente n'importe quel type, il peut représenter aussi des types qui ne supportent pas l'opération plus. C'est-à-dire que la majorité des types et même des classes personnalisées ne supportent pas cette opération plus. Et donc en fait, ce qu'on doit faire avec notre variable de type, c'est qu'on doit lui définir ce qu'on appelle des contraintes. Une contrainte, c'est tout simplement faire en sorte que même si t représente n'importe quel type, eh bien il va représenter n'importe quel type parmi un ensemble de types. Et donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que ici, juste après son nom, on va définir ici nos contraintes en faisant, par exemple, dans notre cas, int,str. Et donc désormais, notre variable de type peut représenter n'importe quel type parmi un entier et une chaîne de caractères. Mais ce qui est vraiment bien avec les variables de type, c'est qu'en fait, le type checker est conscient au niveau de l'écriture du code du type que représente t à chaque appel. C'est-à-dire que ici, on peut voir déjà qu'on a une erreur, puisque en gros, ce qui se passe, c'est que on essaye d'appeler add avec un entier et une chaîne de caractères, mais comme je te l'ai dit, quand on appelle la fonction add en mettant en premier paramètre un entier, ici, il comprend que ça représente a, que a il est de type t, mais que ici la valeur c'est un entier, donc elle va remplacer dans toute la fonction le t par un entier. Donc ici, ça ne sera pas compatible puisque test est une chaîne de caractères. Comme on peut le voir ici, littéral test n'est pas assignable à int parce que désormais t a été remplacé par int. Et donc dans notre second cas, ce qui est vraiment efficace, c'est que vu qu'on a appelé avec deux entiers, déjà on n'a pas d'erreur de type, mais vu qu'on a appelé avec deux entiers et que t ici est du même type que les paramètres, c'est-à-dire que si on met en paramètre des entiers, eh bien on va retourner un entier, et bien désormais résultat 2 est lui aussi un entier. Et donc si j'appelais par exemple cette fonction avec deux fois test pour avoir deux chaînes de caractères, et bien là il n'y aurait aucune erreur et la valeur de résultat serait
une chaîne de caractères. Et donc maintenant, quand on essaye d'ajouter 2 à résultat 2, eh bien, il n'y a aucune erreur puisque résultat 2 est un entier. Alors pour les variables de type, c'est quand même assez compliqué à comprendre, donc si jamais tu n'as pas parfaitement compris, il n'y a pas de problème, tu peux retourner au début de la vidéo quand je parle des variables de type et réécouter parce que c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps à comprendre. Mais comme tu peux le voir, le problème qu'on avait au début avec les unions de type, où le code n'était pas du tout valide au niveau des annotations, ça a pu être réglé par les variables de type et ça a créé un code qui est plus intelligent puisque maintenant, lorsqu'on appelle avec 2 entiers, le code est capable de comprendre qu'on doit aussi renvoyer un entier. Et ça, c'est pareil avec les chaînes de caractères, mais si on essaie de croiser les types, eh bien ça ne fonctionnera pas. Avant de terminer la vidéo, si jamais tu es intéressé par passer au niveau supérieur en Python, j'ai créé une communauté que tu peux rejoindre en description, dans laquelle tu pourras poser toutes tes questions et dans laquelle je pourrai t'aider personnellement. Alors si on reprend notre exemple avec les animaux, on peut voir ici qu'on a 2 classes qui représentent toutes les deux la même chose, un animal. Et en fait, le problème ici, c'est que si jamais j'ai par exemple 2 classes d'animaux supplémentaires, donc par exemple une tortue et un oiseau, eh ben, je vais devoir aussi les ajouter à l'union de type. Ici, je vais devoir faire encore la même chose, donc tortue et oiseau. Mais le problème, c'est que si jamais j'ai besoin de mettre cette union de type à plein d'endroits, eh ben, le code va devenir très compliqué à gérer parce que si jamais je vais devoir ajouter un animal, je vais devoir l'ajouter à plein d'endroits et en plus, le code n'est pas forcément très clair. Et donc, pour moi, la solution à ce problème, c'est tout simplement d'utiliser une classe mère et de mettre en place en fait de l'héritage. C'est-à-dire que tous ces animaux représentent la même chose, un animal. Donc pourquoi ne pas simplement créer une classe animale qui en plus lève toutes les duplications puisqu'on peut directement récupérer ici le constructeur et le mettre dans la classe animale, le supprimer dans la classe chien et chat et ici mettre en place la relation d'héritage comme ceci. Et plutôt que d'avoir chien ou chat, et bien tout simplement, on met en place du polymorphisme, où en gros maintenant, je vais juste mettre le pass, voilà, où en gros maintenant, vu que chien et chat héritent de animal, ils sont aussi du type de animal. Et donc quand la fonction affichée attend en paramètre un animal, elle peut aussi prendre en paramètre un chien ou un chat. Et donc si jamais je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le document, eh bien c'est toujours pas possible d'appeler la fonction affichée avec un document puisqu'il n'hérite pas de la classe animal. Ici, on va nous mettre l'argument de type document ne peut pas être assigné au paramètre animal de type animal puisque tout simplement, il n'est pas un sous-type de animal. Et donc ici, on n'a plus vraiment à se soucier des différents animaux qui existent, on veut simplement un animal. Et donc ici, si par exemple je recrée mes 2 classes tortue et oiseau, eh bien, le code ne change pas. C'est-à-dire que la fonction affichée, elle ne change pas. Je peux ajouter toutes les fonctionnalités que je veux, mais concrètement, rien n'a changé. Et donc, ça fait en sorte que le code soit quand même beaucoup plus simple à utiliser, puisque on n'a pas besoin de modifier la notation de type à chaque endroit. On a seulement besoin de... En vrai, on n'a rien à faire. C'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on n'a rien à faire, puisque ici, animal représente l'ensemble des animaux, et donc dès qu'on crée un nouvel animal, il est automatiquement accepté dans la notation. Et donc dans ce genre de cas, c'est quand même beaucoup plus efficace que d'avoir notre union de type qui crée des annotations qui étaient très complexes et qui en plus pouvaient créer de la duplication. Et les autres solutions qu'on aurait pu avoir étaient quand même beaucoup moins efficaces. On aurait pu stocker cette annotation dans une variable et faire en sorte de la garder un peu partout, mais dans tous les cas, c'est quand même beaucoup moins efficace. Alors du coup, dans cette vidéo, tu as vu comment fonctionnent les unions de type et quand est-ce que tu ne dois pas forcément les utiliser quand ils ne sont pas la meilleure solution au problème. Personnellement, je te recommande de mettre le plus souvent en place des variables de type dans ton code parce que ça te permet de créer un code qui est plus flexible, mais je te recommande aussi de mettre en place le plus souvent possible du polymorphisme parce que ça te permet de créer un code qui est aussi beaucoup plus maintenable.